C'était l'un des tout meilleurs joueurs de la génération 2004. Mais avant tout, c'était surtout une superstar et ça dès ses 14 ans. Aujourd'hui, dans Parcours d'un rêveur, nous allons voir comment Mikey Williams, le joueur qui était destiné au plus haut niveau, a failli s'éteindre avec sa propre lumière. 30, hey, hey, nigga, let's bet it, this shit on the floor. I'm having credit when I'm in the stores. I got more money than I had before. She gon' do everything for that Dior. I ring it up and I'm running this shit. I remember jugging and running this shit. Watch how you hold it, this one in the head. Stay with it, can't be running this shit. Bad bitch asking for money and shit. Hey, but that's not my baba. Rich bitch do tricks like Tada. If it smoke, get burned like Grapple. They ain't flexing, I ain't heard nothing about them. Niggas is still in the jam, we do what we want. Aujourd'hui dans Parcours d'un rêveur, les gars, j'ai envie de vous parler de Mikey Williams, l'adolescent star, en tout cas qui était adolescent star, joueur dont on a suivi le développement du début de sa carrière, donc de ses 14 ans jusqu'à maintenant. L'année prochaine, il jouera à Sacramento State et j'avais envie de faire cet épisode pour vous expliquer comment ce talent à qui on destinait un avenir radieux et grandiose, qui est rapidement devenu une superstar. Jusqu'aujourd'hui, il a beaucoup plus de followers sur les réseaux sociaux que nombreux joueurs NBA et des joueurs All-Star, notamment Tyrese Maxey, Darius Garland et j'en passe. Je voulais vous parler un peu de Mikey Williams et surtout faire ce parallèle-là entre précocité et talent. Souvent, on a tendance à se tromper, nous, observateurs de basket et observateurs de sport lambda, entre les joueurs qui vont être très précoces, c'est-à-dire qui à 13-14 ans vont arriver sur la scène et vont nous montrer des choses où on va se dire en fait, celui-là, c'est le big deal. Ce mec-là, dans 10 ans, ce sera une star en NBA, mais c'est pas forcément la vérité. Et montrer qu'en fait, la précocité n'est pas égale au talent. Du coup, dans la première partie de la vidéo, on va parler de la naissance du phénomène, tout simplement. Comment on a découvert Mikey Williams. C'est assez simple. Pour ceux qui regardent Home Team Hoops, excusez-moi, ceux qui suivent Overtime, tout ce genre de pages, vous avez forcément entendu parler de l'équipe des North Coast Blue Chips de l'Ohio. Cette équipe, elle était célèbre pour plusieurs raisons. Déjà, c'était des jeunes basketteurs très talentueux qui étaient hyper agréables à regarder. Deuxième raison, c'était l'équipe de LeBron James Jr., le fils de LeBron James, coaché par LeBron de temps en temps. Et surtout, c'était une équipe qui regorgeait de talent à l'époque. Il y avait des joueurs comme Gabe Cupps, qui est aujourd'hui un joueur de Division 1 pour l'université d'Ohio State. Il est passé aussi par l'Indiana. Jazir Jackson, qui aujourd'hui est footballeur américain dans l'université de Géorgie. Il joue pour Georgia. Rodney Gallagher, qui est le receveur pour l'université de West Virginia. Coy Thurman, qui aujourd'hui joue en JUCO. Mikey Williams, qui était à l'époque la star de l'équipe et de très très loin le meilleur joueur. Et LeBron James Jr., Bronny James, qui est aujourd'hui meneur chez les Los Angeles Lakers. Et comme je vous le disais, on apprend à connaître Mikey Williams à cette époque-là. Et c'est de très très loin par rapport aux autres, par rapport au Bronny James, par rapport au Gabe Cupps, au Coy Thurman, excusez-moi, le meilleur joueur de cette équipe. Et pour un gamin de 13-14 ans, déjà Mikey Williams, physiquement, il est hyper mature. Il est déjà en avance, il va mettre des dunks, il va mettre des layups, des appuis décalés, hyper à l'aise dans son dribble, très beau sur son tir. C'est un joueur qui est hyper esthétique et ça dès le plus jeune âge. Et généralement, on a tendance à se dire, ce genre de joueur-là, attention. Et franchement, quand on regarde les clips de l'époque, et quand je dis les clips, c'est quand on regarde les highlights, ça ment pas. Il est de très très loin le meilleur joueur, c'est lui le scoreur de cette équipe-là, c'est lui qui les porte. Comme je vous l'ai dit, il va mettre des dunks, mais il fait pas que ça. C'est pas juste un athlète qui va plus haut, plus vite que tout le monde. Comme je vous l'ai dit, il a déjà un jeu très très poli pour un gamin de son âge, que ce soit sur des appuis décalés, que ce soit sur des dribbles, sur son handle, la façon dont il attaque le cercle, sa capacité à créer un tir. Se créer un tir, déjà à cet âge-là, c'est très très fort. En 1 contre 1, il est beaucoup plus avancé techniquement que les autres. Et un joueur qui va nous servir de comparaison tout au long de cette vidéo, ça va être Bronny James. Quand on va le comparer par exemple à Bronny James, parce que déjà ils ont le même âge, ils ont une trajectoire plus ou moins similaire. En tout cas, c'est des jeunes prospects qui étaient promis à la NBA. Mikey Williams, de par son talent, et Bronny James, à l'époque, en tout cas, ne montraient pas du tout des prédispositions d'un joueur qui allait finir joueur NBA. Et c'est pour ça que la comparaison elle va être très très belle dans cette vidéo, à mon sens, parce qu'au final, on voit que précocité n'est pas égale à talent. Mikey Williams, il est juste en avance. Mikey Williams, il est juste en avance. Vous voyez les vidéos au moment où je vous parle, ça défile. Il est hyper en avance et il devient une star en fait. Il devient la star de l'équipe. Tout le clout, toute la hype qui est amenée par Bronny James, par LeBron qui est tout le temps là à leur match, qui est tout le temps là derrière eux, les stars qui viennent les voir, les Dwayne Wade, et j'en passe. C'est Mikey Williams qui récupère un peu ça. Et ce qui va se passer, c'est que nous, quand je dis nous, c'est les médias, c'est tout le monde, on aime bien le storytelling, excusez-moi. On adore le storytelling. Le storytelling qui est vendu autour de Mikey Williams, à l'époque, c'est l'équipe attire
parce qu'il y a Bronny James dedans, que c'est l'entourage de LeBron, etc. Mais le meilleur joueur, en fait, c'est ce gamin qui vient de Californie, qui joue avec eux, et c'est lui la vraie star de l'équipe. Et tout le monde, un peu, commence à suivre Mikey Williams grâce à ça, parce que, il fait des performances qui, pour son âge, sont hyper impressionnantes, et deux, il y a ce storytelling autour de lui qui est aussi très intéressant. Donc, son arrivée au lycée à Mikey Williams est hyper attendue. Là où Bronny James, on l'attend aussi, mais on l'a vu jouer, et on sent que le gamin, il va lui falloir du temps avant qu'il nous montre son talent. Alors que Mikey Williams, le talent est déjà là. Et comme je vous l'ai dit, Mikey Williams, à ce moment-là, ça devient une coqueluche. Moi, j'aime bien l'appeler le Baby Overtime. À l'époque, Overtime fait une télé-réalité sur lui, où on suit son arrivée au lycée, donc à San Isidro, dans sa Californie natale, où il va faire sa première année freshman, tout simplement. Et là, il explose, en fait. Il confirme tout ce qu'on pensait de lui. Son premier match, pour vous donner un ordre d'exemple, et les highlights vont me parler un peu pour lui, il met 46 points. 46 points en tant que freshman high school. Donc, c'est-à-dire que, les Américains, le lycée dure 4 ans là-bas et pas 3 ans comme chez nous. Donc, quand il est rentré au lycée, il avait 14 ans. Donc, il est allé sur ses 15 ans. Donc, c'est l'année de 3e chez nous. C'est la première année de lycée là-bas. Excellent. Premier match, il met 46 points. Deuxième match, il met 50. Et quelques semaines plus tard, il va faire son record en carrière. Il va mettre 77 points. Et là, on se dit, attention. Donc on pensait déjà qu'il y avait phénomène, mais là il confirme encore plus qu'il est tout simplement beaucoup plus fort que ce qu'on attendait de lui. En tant que freshman, il porte son équipe. Donc freshman, il faut savoir que les Américains, ils classent les joueurs selon leur âge. Donc ça, que ce soit à la fac ou au lycée. Donc freshman, ça va être les premières années. Sophomore, ça va être les deuxièmes années. Les juniors vont être les troisième années et les seniors vont être les quatrième années. Donc quand je dis freshman, c'est première année de quelque chose. Donc freshman à l'université, c'est première année de fac. Freshman en high school, c'est première année de lycée. Et en tant que freshman, il va mettre 30 points de moyenne, les gars. 30 points de moyenne, il va être élu première année joueur, première année max prep de l'année, donc freshman of the year. Et tout simplement, à ce moment-là, on se dit, waouh, sky is the limit pour ce gars-là. Et les clips ne mentent pas. Comme je vous l'ai dit, on voit un joueur qui est en avance techniquement, un joueur qui est en avance physiquement, mais qui, face à d'autres joueurs plus vieux que lui, domine aussi. Et c'est là où on se dit, les gars, là, il y a phénomène. Donc, comme je vous l'ai dit, allié à tout ça, il y a aussi une hype énorme autour de lui, parce qu'on va pas se mentir, le gamin, il a du swag. Le gamin, il a du swag, il est déjà là, 14-15 ans. Il n'avait pas encore de tatou à l'époque, mais cheveux curly, il est beau à voir jouer, on va pas se mentir. Au-delà du fait d'être fort, il est très très beau à voir jouer. C'est pas juste un athlète, c'est un mec il a ce truc. Il a ce truc dans ses dribbles, il a ces dribbles un peu chaloupés, etc. Il a son flow à lui qui le rend très esthétique et beaucoup de gamins se reconnaissent en lui. Donc à ce moment-là, les abonnés ne font que monter. Il a des shout-outs de Drake, il a des shout-outs de plein d'autres rappeurs, de plein d'autres joueurs, de plein d'autres personnalités en fait. Et ça, il devient le mec cool. Il devient le mec cool, et pour le comparer un peu à d'autres joueurs qui avaient énormément de hype au lycée, pour moi, il rentre dans le créneau des mecs comme Zion. Mais Zion, la hype est arrivée beaucoup plus tard. Pour lui, Zion, c'est un mec qu'on a découvert. Il était déjà dans son année junior. Celui à qui je pourrais vraiment comparer Mikey Williams en termes de hype, et je pense même qu'au même âge, il le dépasse, c'est LaMelo Ball. Parce que Mikey Williams, les gars, c'était vraiment THE phénomène. Et comme je vous l'ai dit, le média Overtime arrive un peu en même temps que lui. Et Overtime gagne des followers grâce à Mikey et vice versa, quoi. Pour moi, c'est vraiment le baby Overtime. Et ce qui va peut-être ne pas l'aider dans sa carrière, ce jeune gamin-là, c'est qu'il arrive dans l'ère où en fait le NIL, donc Name, Image and Likeness, ce qui permet aux joueurs non professionnels de pouvoir être rémunérés, que ce soit des joueurs universitaires et même des joueurs de lycée. Les joueurs vont commencer à gagner de l'argent. Et lui, Mikey Williams, très très vite, les marques ont commencé à s'arracher son nom parce que c'est vraiment la coqueluche sur ce marché-là de jeunes joueurs de basket talentueux. Pour moi, il fait partie des numéros 1. Donc à cette époque-là, on est environ en 2018-2019. Donc, fast forward 2018-2019, malheureusement, le Covid arrive. Le Covid arrive, donc ça met un peu tout le monde en pause. Et à ce moment-là, les restrictions au niveau du basket sont très 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 dures en Californie. Donc ce qu'il va faire Mikey Williams, parce qu'il commence à devenir une entreprise, il a une série entre guillemets, télé-réalité à son nom avec Overtime. Je pense qu'il y a pas mal de marques qui s'arrachent le phénomène et ça c'est normal. Il décide de s'exporter en Caroline du Nord et il va rejoindre le lycée Lake Norman Christian High School, où là,
on va commencer à voir les limites basket du joueur. Et moi, c'est ça le parallèle que le sujet que je voulais aborder dans cette vidéo. Ok, les likes sur Instagram, c'est bien. Les followers sur Instagram, c'est très bien aussi. Le niveau de jeu, pareil pour son âge, c'est très bien. Mais ce qu'on attend d'un prospect, c'est surtout la progression. Donc, il vient de faire une première année où, ok, il jouait pas une compétition de dingue. Et c'est pas ce qu'on attend d'un joueur de 14 ans. Et il y a plein de joueurs qui commencent le high school dans des niveaux assez bas. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a pléthore de championnats. C'est un pays hyper grand avec énormément d'États. La Californie a un très bon état de basket, mais pour un joueur et pour son développement, je trouve que c'est très bien de commencer dans une petite high school à côté de chez toi où tu vas dominer et tu vas mettre des points. C'est ce que Mikey Williams fait. Et là, il transfère donc en Caroline du Nord où il va jouer de la compétition un peu plus élevée. Et c'est là où on va l'attendre. Pour moi, est-ce que c'était un bon move? Je ne pense pas parce qu'il était encore assez jeune à ce moment-là. Et bah, ça va se voir. Ça va se voir sur le terrain. Donc on passe de 30 points de moyenne en année freshman à 21 points, ce qui est toujours très bien, mais un peu moins bien en année sophomore. Et là, on commence à se poser la question de se dire, mais comment ça se fait que chez lui en Californie, il tourne à 30 points de moyenne. Là, il arrive en Caroline du Nord. Et c'est pas que c'est plus le même joueur. Il va toujours aussi vite, il va toujours aussi haut. Il est toujours aussi agréable et beau à voir jouer. Mais il est beaucoup moins dominant. Il est beaucoup moins dominant, mais on ne prête pas attention. Au début, on se dit que ça peut être plein de choses. Il a forcément été affecté par le Covid, donc il y a eu un moment où il n'a pas joué. Le fait de jouer loin de ses choix aussi, c'est quelque chose à digérer pour un adolescent de cet âge-là. Mais de l'autre côté, la hype ne cesse de monter, les gars. Et Mikey Williams devient le premier joueur high school à avoir une paire de baskets à son nom en signant avec Puma. Il me semble que la paire, c'est la TRC, si je ne dis pas de bêtises, ou TNC Daygo de Puma. Donc il va faire des shoots avec, il va y avoir une collab entre MCM qui fait les sacs à dos et Puma. Et Mikey Williams va être vraiment l'égérie de Puma à ce moment-là. Et il est dans une position où en fait, tout ce que le basket pouvait faire pour lui, et moi je trouve que c'est une position hyper dangereuse, surtout à cet âge-là quand on est jeune, tout ce que le basket pouvait faire pour lui, il a déjà fait pour lui. À ce moment-là, moi je pense personnellement, et j'ai pas vu énormément de chiffres passer en faisant mes recherches autour de ça, il est peut-être probablement déjà millionnaire à ce moment-là, des choses qu'il a fait avec Overtime, du deal qu'il a avec Puma. Mikey Williams, à 15-16 ans, il est déjà millionnaire. Et quand on regarde les différents documentaires, les différentes interviews qu'il a pu faire, où il fait des prises de parole, des prises de position, il le dit. À 15-16 ans, il était dans une position où il pouvait déjà acheter une maison à ses parents. Et malheureusement, ce niveau de starification-là, pour un jeune de son âge, c'est hyper dangereux. Mais pour revenir au terrain, il fait une première saison assez compliquée en Caroline du Nord. Et quand je dis compliqué, c'est que on commence à voir les limites basket du prospect, où c'est un combo guard très axé sur le scoring. Défensivement, il ne fait pas grand-chose. Il y a beaucoup de scouts à l'époque qui le regardent et qui se disent peut-être que la célébrité, là, le jeune Mikey, ça commence à lui monter à la tête. Deuxième année, par la suite, les stats augmentent un peu. Il commence à s'acclimater au jeu en Caroline du Nord. Il continue de faire des highlights. Ça, c'est une des qualités de Mikey Williams. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo quand on fera vraiment une analyse du prospect que c'est en termes basket. C'est un gars, dès qu'il est sur le terrain, ça se voit. Même s'il met 5 points, les 5 points qu'il va mettre, c'est 5 points qu'on va voir. Alors qu'il y a des joueurs qui vont parfois mettre 12 points sur des contre-attaques, sur des petits layups bien placés, des spot-up shoot bien sentis, etc. Mais on va pas forcément le voir. Mikey Williams, lui, chaque fois qu'il va mettre un panier, ça va se remarquer. On va voir que Mikey est sur le terrain, par ses dribbles, par sa détente, par juste le fait qu'il soit sur le terrain, on va le regarder. Donc comme je vous disais, sa deuxième année, donc son année junior en Caroline du Nord se passe mieux que la première année. Donc il passe de 21 points de moyenne à 23 points de moyenne. Comme je vous le dis, c'est un joueur qu'on voit sur le terrain. Mais là, ce qui va poser problème, c'est que les scouts commencent à avoir beaucoup d'interrogations sur le joueur. On sait que c'est un combo guard un peu undersize. Donc Mikey Williams, il faut savoir qu'il fait entre 6 pieds 2 et 6 pieds 1, donc entre 1m87 et 1m88. Pas beaucoup plus grand. Sur certains sites, il est annoncé à 6 pieds 3, donc 1m90, 91. Mais bon, on connaît les Américains, on sait qu'ils aiment bien mentir sur leur taille. C'était le cas de Bron James notamment. On a découvert qu'à la Combine, alors qu'il était annoncé à 1m93, il faisait que 1m87. Donc voilà, on sait qu'ils aiment bien mentir là-dessus. Donc c'est un combo guard un peu undersize. Et comme je vous dis, les scouts ont du mal à se projeter avec Mikey Williams. Alors oui, il fait des stats. Oui, c'est un beau joueur. Oui, il est ultra bankable. Mais pour la NBA, maintenant,
quand on se projette et quand on compare surtout aux autres joueurs de sa draft à son poste, bah, il est loin d'être le meilleur. Il est loin d'être le meilleur et même dans les rankings, en fait, il descend. Le phénomène qu'on observe avec Mikey Williams, c'est que tous les joueurs qui étaient derrière lui à l'époque, donc comme j'ai cité en début de vidéo, et l'exemple parfait pour moi c'est Bronny James, au même âge, à 13 ans, 14 ans, 15 ans, jusqu'à leurs 16 ans, à peu près 16-17 ans, Mikey Williams, on pouvait dire que c'était un meilleur joueur. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, on voit que Bronny James, lui, du côté de Sierra Canyon, il joue déjà en division 1, la meilleure division, je dirais, du championnat de Californie, de l'État de Californie. Il a des coéquipiers qui vont aller en NBA, donc qui sont plus vieux que lui, les BJ Boston à l'époque, Zaire Williams, et j'en passe, tous les mecs qui sont passés par Sierra Canyon, qui sont des joueurs NBA et Euroleague aujourd'hui. Amari Bailey, qui joue en G-League par exemple. À côté de ces mecs-là, Bronny James ne fait pas tâche et il progresse énormément. Là où un mec comme Mikey Williams, lui, il joue dans l'État de Caroline du Nord, pour Lake Norman Christian High School, qui est une bonne high school mais qui n'est pas the high school, et la compétition qu'il affronte n'est pas top et il domine encore moins que ce qu'il dominait dans ses premières années en Californie. Et là les scouts s'interrogent énormément, en fait on a du mal à se projeter sur ce joueur là, où on se dit en fait c'est un combo guard undersize qui a besoin du ballon dans ses mains quasiment tout le temps pour pouvoir exister, qui n'est pas ultra excellent off-ball. C'est pas forcément un vrai meneur, mais c'est pas un vrai arrière non plus parce qu'il a les limites physiques. Est-ce que ce joueur-là, d'ici 2-3 ans, ça peut être quelqu'un qui a de l'impact en NBA? Et ça commence à se ressentir. Et comme je vous l'ai dit, le gap et l'avance en fait qu'il avait de par sa précocité physique et technique sur les autres joueurs de sa génération, à partir de son année junior, le gap se resserre. Et ça fait que dans les classements, il chute en fait. Aux États-Unis, ils ont un classement top 100 sur ESPN des 100 meilleurs joueurs du pays. Donc classé peu importe les postes. Après, il y a des classements par poste. Pour les gens qui sont familiers avec ça, vous connaissez la notion de prospect classé par étoile. Donc 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles. Généralement, les prospects 5 étoiles sont les meilleurs prospects. À cette époque-là, le prospect numéro 1, c'était, en tout cas au poste d'arrière meneur, c'était DJ Wagner, qui est parti ensuite à Kentucky et qui aujourd'hui joue à la fac d'Arkansas, toujours avec le coach Cal. C'était lui le numéro 1, DJ Wagner, et pas Mikey Williams. Donc Mikey Williams, on va dire qu'à 14 ans, c'était peut-être le top guard de cette classe-là, et à la fin, il s'est retrouvé à son année senior, 49e de par les limites qu'on a évoquées dans cette vidéo. Et à ce moment-là, on se dit, ça commence à être compliqué, mais on croit toujours au phénomène Mikey Williams parce que déjà, la hype est toujours folle, on va pas se mentir, comme je vous l'ai dit. On le voit sur les terrains, il fait plaisir à voir jouer. Même si d'autres joueurs l'ont dépassé, je vous ai dit DJ Wagner, mais le numéro 1, vraiment, avant qu'ils aillent au college, donc à l'université, c'était Isaiah Collier, qui est aujourd'hui joueur du Utah Jazz. Bronny James est passé devant lui dans les classements, Rich Shepard est passé devant lui, Rob Dillingham est passé devant lui, j'en oublie, mais il y a encore d'autres gardes, Aden Holloway est passé devant lui. N'hésitez pas à donner des noms dans les commentaires, je sais que vous êtes hyper chaud là-dessus. Donc il y a plein de gardes en fait qui sont passés devant lui, des mecs contre qui il joue pas. Jared McCain par exemple aussi est passé devant lui, qui est aujourd'hui meneur pour les 76ers. Il fait pas de camp notable si ce n'est le Pengos All-American, mais le Pengos All-American il y est invité depuis qu'il a 14 ans. Il fait pas de Team USA par exemple. Ça, sans dire que c'est un problème, ça montre en fait que c'était pas non plus the prospect. Il est toujours classé prospect 4 étoiles, mais au moment où il rentre dans son année senior, c'est plus le phénomène en fait qu'on attend. Et les projections qu'on pouvait avoir sur lui quand il avait 14 ans, à 17 ans, on les a plus beaucoup. On se dit c'est un joueur qui va jouer en D1 de par ses qualités athlétiques, etc. Mais on se dit pas, ce mec-là, c'est le futur de la NBA, c'est le futur de la NCAA. Et sa cote en fait sur le marché descend. Et on le voit dans les offres qu'il a reçues. Donc il a reçu des offres pour aller jouer à Memphis, Arizona State si je vous dis pas de bêtises. Il me semble qu'il avait des universités de Californie qui étaient dans le mix aussi. Donc je sais plus si c'est USC ou UCLA. Mais son choix finalement se porte sur Memphis où il commit très tôt. Il commit à l'automne de 2022 si je vous dis pas de bêtises. Donc automne 2022, il faut savoir que quand les joueurs rentrent dans leur saison senior, généralement ça démarre toujours à l'automne, donc septembre, octobre, jusqu'à mars-avril à peu près. Donc il fait le choix aussi de retourner en Californie, dans son lycée de base, San Isidro. Pourquoi ? Parce que en Caroline du Nord ça se passait pas hyper bien. Et il décide de retourner en Californie où il va faire une bonne saison encore une fois.
Les stats sont encore moins bonnes de son année freshman. Mais pour sa confiance, je trouve que c'est peut-être même un peu mieux, voilà, de retourner un peu chez lui. Là où le bémol va se poser avec Mikey Williams, et là où moi je pense qu'il s'est perdu, c'est dans la côté du basket. En fait, comme je vous l'ai dit, ce mec-là a été une star trop tôt. Il se met en avant sur les réseaux sociaux avec de belles voitures. Il avait une copine à l'époque, il se mettait en avant avec sa copine. Encore une fois, on ne connaît pas l'homme. En tout cas, moi, je ne connais pas l'homme. Je ne suis pas là pour le juger. Mais quand vous voyez un jeune de cet âge-là qui n'a pas accompli en fait grand-chose dans le basket et même dans sa carrière high school, au final, le seul fait notable qu'il a, c'est d'avoir été élu Freshman of the Year. Mais Freshman of the Year, c'était déjà il y a 4 ans à ce moment-là. On se dit, le gars, c'est un peu bizarre. Il est déjà là à flex avec l'argent du basket, parce qu'en vrai, c'est l'argent du basket. Tous les deals qu'il a avec Puma, Overtime et j'en passe, c'est l'argent que le basket lui donne. On l'a vu à OTI, etc. Mais c'est pas un joueur qui a brillé au final plus qu'il n'a brillé dans sa première saison high school. Et c'est en ça que je vous dis que faire très attention quand on juge des prospects à pas confondre précocité et talent. Et en avançant, c'est là où ça devient encore plus grave pour Mikey Williams, parce qu'à la fin de sa saison senior, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de fait notable. Il rate le All-American. Un joueur comme Bronny James, par exemple, a fait le All-American. Jared McCain a fait le All-American. Rich Shepard, DJ Wagner, Isaiah Coley ont tous fait le All-American, sauf Mikey Williams. Donc ça montre qu'il est en dessous. Rob Dillingham aussi n'a pas fait le All-American, pour vous montrer que c'est pas non plus une fin en soi. Et aujourd'hui, il joue à NBA. Pour lui, c'était pour d'autres raisons. Moi, je pense que c'est surtout parce qu'il est un peu sorti du circuit quand il a rejoint la Donda Academy, etc. Mais ça, on pourra même faire une autre vidéo pour en parler. Et le plus grave, en fait, qui va arriver à Mikey Williams, c'est qu'en avril 2023, il est arrêté. Il est arrêté et il a 8 chefs d'accusation pour un incident qui est arrivé chez lui, donc une altercation où il y a eu des coups de feu que lui-même a tirés. Donc des coups de feu qui ont traversé. Il a tiré sur une voiture roulante. Les coups de feu ont abîmé les rétroviseurs. Je crois que le pare-brise arrière aussi a été touché. Et il risque 30 ans de prison à ce moment-là. Et là, on se dit, waouh, le bébé star de la planète basket mondiale, en vrai, parce que c'était ça à ce niveau-là, en tout cas. Le mec qu'on annonçait comme le futur de la NBA, le futur Ja Morant, le futur Intel, il risque de finir sa vie, ou une bonne partie de sa vie, en prison. Un tiers de sa vie en prison. Donc il est dans des démêlés justicières. À ce moment-là, plus d'argent, plus de deal. Ça devient très très compliqué pour lui. Du coup, il ne peut pas rejoindre l'université de Memphis dans le Tennessee. Il est suspendu par l'université de Memphis. Dieu merci, il a un bon avocat. Et après un démêlé judiciaire qui va durer de avril 2023 jusqu'à décembre 2023 à peu près, il s'en sort en plaidant coupable pour un chef d'accusation qui est menace avec arme à feu. Et il s'en sort avec 80 heures de travaux d'intérêt généraux, si je ne vous dis pas de bêtises. Et là, c'est un grand ouf de soulagement. Même si dans sa carrière, je pense que c'est l'une des pires choses qui peut arriver à un jeune joueur, de passer 1 an sans jouer. Parce qu'au moment où en fait lui est un peu libéré de ces affaires judiciaires là et se dit je vais peut-être pouvoir retourner à Memphis pour jouer au basket, regoûter au basket, etc. L'université de Memphis n'a pas besoin de Mikey Williams. Ils font une saison qui est plutôt correcte et donc ça fait une saison blanche pour lui. À ce moment-là, il décide de rentrer sur le portail de transfert et commit à UCF, donc l'université de Central Florida, qui n'est pas une très très grosse faculté de basket. Pour vous donner un exemple, les fils de Michael Jordan sont passés là-bas et on sait comment ils sont rentrés à UCF. Marcus Jordan, par exemple, a joué à UCF. Mais comme c'est Mikey, on attend plein de choses de lui. Les visuels sont beaux, ils ont un maillot Nike, etc. George Johnson aussi fait partie de cet effectif-là et on se dit il va se relancer. Donc à la saison 2024-2025, excusez-moi, il joue pour UCF et il fait pas une très très bonne saison. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il rejoue au basket. On passe 1 an sans jouer. Moi, personnellement, j'attendais pas grand-chose de lui, si ce n'est de le voir sur un terrain de basket, de le voir faire ce qu'il fait de mieux. C'est-à-dire mettre des dunks, attaquer le cercle, être un beau joueur à avoir joué, etc. Maintenant, on constate en fait que c'est un joueur qui n'est pas du tout prêt pour la NBA. Physiquement, il accuse le coup. On voit que c'est un joueur qui est undersize. Il n'a pas pris beaucoup de minutes. C'est un joueur qui a besoin d'avoir le ballon dans ses mains. Il jouait pas énormément. Il jouait un peu off-ball, poste 1, poste 2. C'est pas un énorme passeur, pas une énorme lecture de jeu, pas un énorme défenseur, même si je trouve qu'à UCF, il a essayé avec ses qualités athlétiques, etc. On voit que c'est un joueur qui peut défendre. Donc ça, c'est positif pour lui.
Maintenant, il y a du boulot. Il y a énormément de boulot. Il s'est blessé au cours de la saison. Les stats ne sont pas forcément extraordinaires. Donc, c'est 5 points, un peu moins de 2 passes, avec un pourcentage au tir qui n'est pas fou. Mais, je ne sais pas pour vous, les gars, je me dis, c'est Mikey Williams quand même. C'est Mikey Williams et on se dit, pourquoi pas. On a toujours envie de se dire, pourquoi pas. Le mec qui nous a époustouflés, on ne va pas se mentir, parce qu'il a battu des records quand même. 77 points, aujourd'hui, c'est toujours un record pour un freshman dans l'État de Californie en un seul match. Maintenant, comme je vous l'ai dit, précocité et talent, c'est pas forcément la même chose. Donc, après cette saison à UCF, il finit par se blesser au genou. UCF ne fait pas la March Madness, mais bon, ça c'est pas une grande surprise. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une grande fac. Et il décide de rentrer encore une fois sur le portail des transferts. Déjà la deuxième fois en seulement 3 ans de carrière universitaire. Donc il n'a pas joué la première année, ça fait qu'il a toujours eu 2 ans, je pense 2 ou 3 ans d'éligibilité. Oula, il a toujours 2 ou 3 ans d'éligibilité pour jouer au niveau universitaire. Aujourd'hui, quelles sont les projections pour Mikey Williams ? Moi, c'est ça la question que je veux me poser. Et la question que je vous pose, et celle à laquelle on va essayer de répondre. Moi, je pense que c'est un joueur qui va avoir besoin de temps. Je pense que c'est un mec qui va être professionnel parce qu'il en a le niveau, il en a les capacités, il en a le physique. Est-ce que c'est la NBA ? Je pense pas, parce que dans la NBA moderne, avec un physique pareil, quand on n'est pas un gros défenseur, je trouve que c'est très dur de s'imposer. C'est un joueur qui a besoin du ballon, et même pour lui, je pense que s'il veut aller à haut niveau et prendre plaisir à haut niveau, ce sera plus du côté de l'Europe, ce sera peut-être plus du côté de la Chine, voire même de l'Australie. C'est un joueur qui va pouvoir être pro, il va prendre de l'argent, ça c'est sûr. Pourquoi pas aller se mettre sur la scène des 1 contre 1 avec The Next Chapter, TNC, tout ce qui est off the dribble, ball is life, etc. comme Kyrie Walker le fait par exemple. Moi, ça c'est le scénario que j'aimerais le moins pour lui, même si je pense qu'il a totalement le profil pour le faire. Je me dis qu'il peut quand même se donner une chance de aller chercher une G-League. Pourquoi pas de la NBA, hein, à voir ce qu'il va faire cette année. Et nous, on va le suivre, donc je vais vous donner un peu les actus du joueur. Il a décidé de rejoindre Sacramento State, qui est une petite fac du côté de la Californie. L'année dernière, ils ont gagné que 7 matchs. Mais un renouveau qui se fait à Sacramento State. Donc là, il y a 2 hypothèses selon moi. Donc c'est Mike Bibby, le coach. Shaquille O'Neal est général manager. Shaquille O'Neal aussi a rapatrié son fils du côté de Sacramento State. Ils essayent un peu de faire évoluer le programme et de faire de belles choses du côté de Californie. Il joue dans une petite conférence, il n'y a pas de grosses équipes, mais je pense que c'est parfait pour lui, il va être un peu la tête de gondole du projet. Donc Sacramento State, ça va leur permettre à eux de s'attirer le regard national et même international, parce que tout le monde va vouloir suivre Mikey Williams, tout le monde va vouloir voir un peu ce que ce jeune prodige à l'époque en tout cas devient. Et pour lui, ça va être l'occasion de jouer dans un programme où il n'y a pas de pression, même si à UCF il n'avait pas de pression, où là je pense qu'il va être beaucoup plus responsabilisé, avoir beaucoup plus de ballons, et ça va être mieux pour lui. Il a fait pas mal d'interviews récemment, il est passé sur le Pivot Podcast, il est passé sur le podcast d'Angel Reese. On sent que c'est un mec qui a été touché par ce qui lui est arrivé, même si, on va pas se mentir les gars, personne ne lui a mis le gun dans les mains pour qu'il aille tirer chez lui ce soir-là. Mais voilà, c'est un gars qui accuse le coup, je pense que la célébrité lui a mis un coup à la tête. Comme je vous l'ai dit, le basket a fait rapidement ce qu'il devait faire pour lui dans sa vie. C'est difficile à 15 ans, je pense, de se retrouver millionnaire et de devoir gérer tout ça. Même pour son entourage, je pense que c'est pas des gens qui sont extrêmement riches à la base, même s'il vient pas d'une famille pauvre. C'est difficile de gérer tout ça. Donc, le basket revient au centre pour lui cette année, en tout cas, je l'espère. J'espère qu'il va faire une bonne saison. Je ne saurais pas vous dire ni vous prédire ses stats, mais voilà, je tenais à faire cette petite vidéo sur Mikey Williams. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Nous, on va suivre à fond ce qui se passe. On revient la semaine prochaine, les gars, avec une nouvelle vidéo sur pourquoi les joueurs français choisissent maintenant d'aller à l'université plutôt que de rester en Betclic Elite ou en Elite 2. C'est une vidéo où on va développer, on va parler de Yohan Sissoko, de tous les joueurs qui sont un peu exportés aux États-Unis. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater ça. Donnez-moi votre avis sur Mikey Williams en commentaire. Et si vous voulez que je fasse un autre parcours d'un rêveur sur un autre joueur qu'on a un peu perdu de vue, je pense à faire Dennis Smith Jr. Je pense que ça peut être hyper intéressant parce qu'il a une story franchement que je trouve archi stylée. Donc dites-moi en commentaire quel joueur vous aimeriez voir dans Parcours d'un rêveur. Et on se dit à la prochaine. Peace. Hey, and I need it right now like ASAP, yeah. Hey, hood fade. So many games, this ain't the word up.